Salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast sur le cinéma qui s'appelle 35 mm de podcast. Et cette semaine, Mathieu n'est pas là. Non, mais on lui a trouvé tout un remplaçant. Francis Juteau! Des grands souliers à chausser, mais je suis là. Yeah, j'aime ton optimisme. Ça va bien aller, je suis content que tu sois Ben là, oui. Frank. On se connaît depuis longtemps, on était colocs, amis depuis plusieurs décennies. On est allés souvent au cinéma ensemble, c'est ça l'important. Et vraiment, plein de bons souvenirs, mais aucun de Falardeau. Donc un peu dommage. On va essayer de se retenir, mais on est là-dedans. Hein? On est dans les Elvis Gratton. C'est le joual. On a Assumé. le goût. On a Pierre. le goût de sacré. Donc, vous l'avez compris, Pierre Falardeau qu'on aborde cette semaine. Mais juste avant, si tu me permets, Frank, Ouais. je vais mentionner qu'on est sur Patreon, Ben comme oui. je l'ai déjà dit à une reprise. Donc, plus que jamais, c'est le temps. Allez vous abonner si vous voulez avoir du contenu avant les autres, parce que c'est ça, c'est de l'exclusivité qu'on vous propose avec Patreon. Donc, vous vous rendez patreon.com, Patreon 35 mm de podcast, googlez ça ou sur Facebook, vous allez pouvoir nous trouver également, puis il y aura un lien plus clair. Et avec un petit 3 $ ou 4 $ par mois, ça vous donne l'exclusivité sur l'audio ou le vidéo de nos épisodes. Et tout ça en direct. Pas en direct, mais tout ça au Studio 21. Merci à toute l'équipe de nous recevoir. Même moi, je suis abonné Patreon, fait que peut-être qu'un jour, vous pourriez être invité à venir sur un épisode. Ouais, mais Qui toi, sait? t'as payé cher. Toi, c'est le forfait à 1000 $. Ouais, c'est ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Frank. Ouais. En fait, je t'ai demandé qui ça te tentait. Ouais. Parce qu'on a une liste, on n'a pas fini d'en faire. Là. On peut aller partout avec les réalisateurs, réalisatrices. Puis tu as choisi Pierre. Ben, en fait, je t'en ai soumis 35, puis on a choisi Pierre ensemble, parce que... Ben oui, mais écoute, moi, je suis un amoureux du cinéma québécois là, depuis longtemps. Je caresse le rêve secret de tout regarder les films québécois. Ouais. C'est possible, mais il y en a plus qu'on pense. Ça va être long. Il y en a beaucoup. Puis Falardeau, ben, j'avais tout déjà regardé, puis j'ai pas mal tout regardé à nouveau, honnêtement, mais c'est un honneur de parler de Falardeau avec toi ce soir. Yes, merci. Et pareillement, Pierre Falardeau, qui est né en 1946 et qui nous a quittés un peu trop tôt, à l'âge de 62 ans, en 2009. Moi, je me rappelle la journée de sa mort. Ah ouais? Ben, il y a peu de gens qu'on peut dire ça, ou d'événements. Puis il y a des gens qui sont des idoles que je me rappelle pas de la date de leur mort, là, mais je sais pas, lui, ça m'avait surpris. Je connaissais peut-être pas tant son cinéma à l'époque, en 2009, mais le personnage public était très connu. Ouais. Donc, je me rappelle, j'étais où exactement? Wow. Ouais. T'étais où? J'étais chez nous, mais je sais que j'allais dans un spectacle, dans un bar à Châteauguay. Châteauguay, une ville d'où je viens et où Pierre Falardeau a grandi également. C'est pour ça, entre autres, que tu voulais parler de lui. Hein? Oui, Tu sais? c'est pour parler de Châteauguay. Exactement. Tout va tourner autour de cette ville-là. Il a fait des études en anthropologie. Donc, tu vois, en fouillant un peu, c'est des choses que je ne savais pas, mais qui ne me surprennent pas. Parce que il a commencé avec le documentaire, puis les premiers films qu'il a fait sont souvent des courts-métrages dans les années 70. Et on pourrait dire du documentaire engagé. Là, je sais que Pierre Falardeau n'aimait pas le terme engagé. Ouais. Hein. Il disait, ça n'a rien d'engagé. Personne m'a engagé. Personne m'engage. Exact. Il n'y a pas de tort là-dessus. Ouais. Des fois, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Là, on l'utilise. Sa carrière va être marquée de refus en refus. Là. Il va naviguer là-dessus, puis ça va prendre une grande santé mentale pour être capable de traverser tout ça, puis de s'obstiner à rester lui-même, fidèle à lui-même à travers tout ça, là, parce que à un moment donné, à force de se faire taper sa tête, à un moment donné, t'as le goût de prendre ton trou. À un moment donné. Exact. Ah, c'est bien quelqu'un qui représente ça, là, c'est lui. Dans toutes les entrevues, comme je te disais avant, j'en écoutais quelques-unes avant le podcast, puis il est tellement lui-même, il est tellement divertissant en même temps, parce qu'il sac, il fume, il s'en calisse, mais pas parce qu'il n'y a pas de respect. Je pense qu'il fait quand même avec un certain respect. Puis il allait partout, autant à Radio-Canada que s'il était là, encore vivant à l'ère des podcasts, s'il ferait des podcasts, là, ça serait quelqu'un qui allait n'importe où pour exprimer ses propos. Je l'ai entendu dire qu'il n'aimait pas ça, faire ça en tant que tel. On l'a vu, là, entre autres, dans Elvis Gratton 3, son mépris pour la télévision, le journalisme. Là, fait que je pense que
De ce que je l'ai entendu dire, il allait là à reculons bien souvent pour le chèque de paye plus que d'autres choses, puisqu'il disait, gars, j'ai besoin de mettre de l'argent, mettre du pain sur la table à manger. Mais aussi en se disant, c'est une tribune pour faire passer des idées. Mais au final, il se disait, crème, je t'ai invité pour faire un freak show, dans le fond, là, parce qu'on me traite de personnage partout, ce qui le faisait bien chier, parce que lui, il disait, je suis moi-même, personne n'écrit mes répliques. On en parlait. C'est très drôle, ça. Puis, ben justement, tu sais, tout le monde arrive devant une cam, puis veut pas, tu sais, même là, en enregistrant un podcast, tu sais, on se dit, tu sais, on fait attention à ce qu'on dit, quoi que ça. Lui, il arrivait, sortait son paquet de clopes, sacrait, puis les codes d'écoute montaient à partir de là. C'est pour ça qu'il l'invitait tout le temps, même s'il était souvent en désaccord avec sa pensée. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient peut-être pas de son bord, mais qui l'aimaient ou le respectaient. Pour ses opinions, pour sa franchise, pour son franc-parler, même s'il était fédéraliste, il n'était pas indépendantiste, peu importe, j'en doute pas. Là. Il était divertissant, mais justement, il y a des gens qui finissaient par l'embaucher visiblement comme bouffon, puis ils s'en rendaient compte. Là, clairement. Non, il savait, c'est sûr. Non, c'est sûr. Tout ça découlait du fait que je disais qu'il avait étudié en anthropologie, il a fait sa maîtrise et ses premiers courts-métrages documentaires, c'est ça, c'est comme c'est un pamphlétaire, en fait. Il faisait un pamphlet de notre société, ou de micro-société, ou de. Des fois, il était plus précis sur certains. Sur son sujet, bien que ça parlait toujours de liberté, d'indépendance, mais il pouvait parler quand même de l'Algérie pour parler de nous en ricochet, ou parler de la lutte pour parler de la lutte dans le sens de la lutte du peuple. Moi, je les avais pas vus avant cette semaine, là, ces courts-métrages-là. J'en nomme quelques-uns. On parle, son premier, en fait, qui s'appelle « Continuons le combat », qui est comme un volet vidéo de sa maîtrise. Ouais. C'est quand même surprenant parce qu'il vient pas du cinéma, il n'a pas étudié là-dedans, mais je pense que les images, comme il disait, ça parlait beaucoup plus que des mots pour exprimer, pour traiter d'une ambiance de la société. Fait qu'il y a comme son premier, Continuons le combat, c'est un combat de lutte qui est narré. Il présente les personnages de la lutte, les règlements de la lutte, les archétypes, tout en parlant aussi au deuxième degré du peuple québécois. Ben, une des raisons pour lesquelles je trouve que, honnêtement, quand on a choisi Falardeau, je trouvais que c'était une grosse commande de parler de Falardeau parce que, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est beaucoup plus que d'autres cinéastes, c'est un cinéma d'idées plus que c'est un cinéma de technique, par exemple. Fait qu'on n'a pas le choix de discuter d'une certaine façon des idées et d'avoir des discussions par la force politique. T'sais. On peut pas juste annuler, on peut pas juste discuter de la forme, mais c'est du propos là, qui est là. Puis justement, dès le début, quand il était là en anthropologie, j'ai entendu dire aussi qu'il disait... finalement, il s'est vite rendu compte que c'est pas ça qui tentait, faire des recherches en arrière d'un bureau. Là. Puis le cinéma, pour lui, c'est devenu une forme comme une autre. C'est devenu une arme pour prendre la parole, pour parler par les images. Et là, c'est là que Continuons le combat est arrivé. Puis il s'est dit, je vais faire de la narration par-dessus les images. Puis les deux vont venir s'agrémenter l'un par-dessus l'autre. Ouais. Puis c'est ironique quand même, parce que autant il a souvent répété ça, qu'il n'y a aucune meilleure façon que les images pour parler, mais le cinéma de Falardeau est un cinéma très verbeux. Hein? Genre, il y a beaucoup de dialogues et il y a beaucoup d'explications de sa pensée en cours de route dans certains films. Tu l'entends carrément parler, tu as l'impression que... Il est là dans quasiment tous ses films aussi, il apparaît d'une certaine façon. Mais dès dans Continuons le combat, moi en plus, j'adore la lutte. Fait qu'analyser le rituel de la lutte comme ça. Ouais, c'est ça, il fait un parallèle avec un rituel comme Jean Rouch il a beaucoup aimé le cinéma documentaire de Jean Rouch, il l'a plugué souvent. Fait que dire que comme les rituels tribaux, la lutte en est un à sa façon aussi. Ouais. C'est pas un sport de blabla, c'est un sport d'action qui te fait vivre quelque chose. On sait c'est qui le gentil, on sait c'est qui le méchant, on sait c'est qui l'arbitre. La foule a son rôle à jouer. On embarque là-dedans comme au cinéma. Oui, effectivement. C'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, les autres, je pense à Amor, qui est sur le parc Belmont, puis même Pissou, qu'on va parler prochainement. Mais, tu sais, des fois, c'est juste un collage de situations qui, des fois, Pierre Falardeau ne parle pas pendant plusieurs minutes. C'est juste comme une foule du parc Belmont. Puis là, il va souvent mettre en comparaison, en parallèle avec d'autres images. Il le fait souvent. Le message est assez clair quand tu vois des moutons se ruer dans l'abattoir ou des affaires comme ça. Ben ça, c'est pas le premier à l'avoir fait. Là. Chaplin faisait ça. Ah ouais. Mais c'est pas subtil, mais le message est clair. Puis il va juste
dire de temps en temps, il va parler, puis même dans Continuons le combat, qui est son premier, à un moment donné, il se trompe, il se reprend. Tu sais, il a pas repris la tête, là. Il a gardé son bafouillement, puis c'est comme... Bon, faut peut-être l'excuser, mais en même temps, ça fait partie du personnage. Tout c'était prévu peut-être aussi, tu sais, c'est dur à savoir avec le cinéma. Non, exactement. Fait que moi, j'ai bien aimé ça. Les Canadiens sont là, ça parle d'une exposition canadienne à Paris. Le Magra, c'est sur la police. À Nicolet. À Nicolet. Tu vois vraiment une arrestation à un moment donné là, de quand même assez brutale. C'était assez surprenant. À force de courage, qui est important aussi, qu'on peut mentionner, parce que c'est sur les militants qui ont fait l'indépendance en Algérie quelques années avant. C'est tout frais, l'indépendance pour eux au moment où Falardeau fait le film. Puis là, on dit Falardeau depuis le début, mais on peut inclure Julien Poulin dans cette partie de la carrière parce que c'était un projet en tandem. Là. Je pense qu'ils sont souvent crédités comme étant réalisateurs les deux, principalement Falardeau à la caméra et Julien au son, parce qu'on les voit dans les images avec la perche. Là. Ils se mettent souvent en scène. Des fois, tu les vois juste à leur studio en train d'écouter des bandes audio. Dans Pea-Soup, je pense. Dans Pea-Soup, exactement. Mais je pense que les deux s'étaient rencontrés au secondaire dans le temps, puis là, leurs parcours se sont séparés parce qu'il est parti en anthropologie, puis Poulain en cinéma, en théâtre, oui, exactement. Puis les deux se sont retrouvés par la suite, puis ils ont trippé ensemble. Ces courts-métrages-là, là, au début, c'est le plus, je pense, c'est le plus expérimental qu'on a vu de Falardeau. Pea-Soup, c'est un méchant film où il a essayé beaucoup d'affaires là-dedans. Là, oui, on va le mettre d'homme. Pea-Soup, bon, on connaît ce film-là, les gens le connaissent pour la scène du PFK Kid. Moi aussi, je le connaissais pour ça, même que je pensais que c'était un court-métrage puis que c'était pas mal juste ça, mais ça dure 1h30. Tu sais. Il y a un peu de tout. Je pense, ça a peut-être été... Je me souviens pas exactement de ma rencontre première avec Falardeau, mais c'était fort probablement par YouTube ou un coffret DVD que j'avais loué, mais sûrement YouTube avec le PFK Kid, puis Le Temps des Bouffons, puis... Ça a été extrêmement marquant. J'ai eu un rapport hyper personnel de Falardeau après ça, là, honnêtement. Oui, ben PFK Kid, pas mal tout le monde a vu ça. Pour l'expliquer pour ceux qui ne le replacent pas ou qui ne l'auraient pas vu, mais un enfant de genre 6 ans, 7 ans, Paul Ross, qui était un voisin, je pense qu'il rentrait souvent chez Falardeau, il jasait, puis à un moment donné, ils ont dit on va le mettre en scène, on va y acheter du poulet frit, c'est ça qu'il aimait, on va y acheter le chapeau, puis on va y mettre ça dans un gros bucket. Il se fait poser des questions, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le million, si tu étais invisible, des trucs comme ça. Puis tu sais, m'a acheté un char à lui, m'a acheté un chinois, m'a mettre le reste à la banque. C'est que t'as donné bien les chiens. Les chiens, ouais, c'est ça, il appelle la police les chiens, parce qu'évidemment, c'est ça qu'il entend. C'est comme ça que dans son entourage, on les nomme. C'est tellement une bonne scène. Puis le reste, c'est super bon aussi. Un peu de tout. Comme je m'étais fait une petite énumération pour m'en souvenir. Mais il y a autant des bourgeois, des gens qui travaillent dans les usines, des gens dans une taverne qui sont chauds, qui parlent. Il y a Félix Leclerc qui fait un bout. Tu vois des speeches de Pierre-Éliott Trudeau. Tu vois, à un moment donné, juste des maisons des riches. Ça, c'est ce qui m'avait le plus marqué quand je l'ai écouté, qu'ils disaient leur adresse, comme ça, qu'ils disaient ce qu'ils travaillaient. Puis j'étais comme, il y a quand même une violence dans son cinéma. On peut comprendre pourquoi il s'est fait taper ses doigts, mais il n'a pas eu peur de lui pointer du doigt, mais de façon hyper personnelle. Ça, tu sais... révéler les adresses avec la photo des maisons. Là, exact. Puis... il réussirait sûrement à le faire encore aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça. Il mangerait encore plus de viande que dans le temps. Mais... Non, c'est clair. Ils disaient-tu leur chiffre d'affaires ou quelque chose de même aussi? Je pense que c'était ça, ou la valeur de leur maison, en tout cas pour qui ils travaillaient, etc. Mais pour revenir à Paul Ross, ça a été hyper marquant. Puis même moi, après... Comme beaucoup de monde, je pense que c'est hyper connu des Québécois, vous nous direz là-dessus. Mais autant que François Pérusse, c'est comme une icône, le PFK Kid, que tout le monde connaît. Puis on était beaucoup à se demander, il est devenu où? Il est parti où, ce gars-là? Puis justement, il n'y a pas longtemps, Jules Falardeau, son fils a réalisé, donc était parti à la rencontre, le retrouver. Il est allé à la rencontre de Paul Ross. 40 ans plus tard, là. Qui, tout ce temps-là, était à Saint-Jérôme, Mont-Patelin, pour faire le lien avec Mont-Patelin. Fait que tout ça se passait dans les rues de Saint-Jérôme. Puis j'étais comme, je l'ai sûrement déjà croisé, dans le fond, ce gars-là. C'est vrai. Il avait-tu fait de la prison? Il sortait de prison. Puis tu sais, pour faire une plug en même temps, moi, dans mon premier roman, Montréal Insomniaque, j'imaginais... Le PFK Kid est là, avec Falardeau aussi. Tu sais, je leur ai redonné vie et parole dans un peu halluciné. Mais j'essayais d'imaginer qu'est-ce qu'il était devenu selon les recherches que j'avais faites. Puis selon ce que j'avais vu, il était mort. Fait que moi, j'étais convaincu qu'il était mort, Paul Ross, comme beaucoup de monde. Oui, j'imagine.
Puis non, finalement, il est encore vivant. Puis allez regarder ça, honnêtement. Vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube. Là, les rencontres avec Paul Ross, c'est très touchant. Je voulais justement faire un petit aparté aussi là-dessus parce que t'es auteur puis t'as écrit un roman qui s'appelle Montréal Insomniaque. Puis dans cette scène-là dont tu parles, il y a aussi Francis Simard et Pierre Falardeau qui sont dans le même truck. Ouais. On va revenir sur Francis Simard éventuellement, mais t'as comme écrit un dialogue pour Pierre Falardeau. Tu as mis des mots dans la bouche, je veux pas. T'as-tu comme réécouté du Falardeau juste avant? Oui, c'était une grande mission pour moi. Puis c'était touché aussi de dire je vais faire parler Falardeau. Puis il parle beaucoup. Là, il y a comme un gros monologue dans je le rencontre, le personnage rencontre son fantôme d'une certaine façon. Puis non, mais je suis allé voir, j'ai fait un peu comme Falardeau fait dans Peace Soup, c'est un collage de beaucoup de ses propres expressions à lui parce que il y a tellement un parler extrêmement poétique. Falardeau, c'est incroyable, ces images. Il a toujours dit qu'il savait pas écrire, mais c'est complètement faux. Là. C'est magnifique, écoutez ce qu'il dit, ce gars-là. Puis fait que c'est ça, j'ai repris ça pour c'est pas mal toutes des choses qu'il a déjà dit qui sont assemblées de bout en bout. Très cool. On va leur plugger à la fin du podcast, mais Montréal Insomniaque, vous pouvez trouver ça dans les librairies partout. Je t'envoie une passe à la palette. Mais je voudrais passer au temps des bouffons parce qu'on est un peu dans cette partie-là de sa carrière. Parce que tu as dit poésie, puis c'est vraiment de la poésie pendant 15 minutes, ça. C'est un court-métrage qui a filmé en 85 au Beaver Club, qui était justement une espèce de cérémonie des ancêtres de ceux qui nous ont colonisés, dans le fond, là, les Anglais qui faisaient la traite de la fourrure à l'époque et qui, de génération en génération, célèbrent cette belle époque pour eux en s'habillant avec des fausses barbes, des faux favoris, des chapeaux et tout. Et c'est des Blancs, des Québécois ou des immigrés qui font le service. Et là, lui, il est allé filmer ça avec sa femme, sa blonde, Manon Quand il n'était pas connu, là, il n'était pas connu. C'était en 85. Fait que, tu sais, Elvis Gratton, ça n'avait pas encore levé. Ça a sorti plus tard en 93, Le temps des bouffons. Et je suis surpris qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont vu ça. Moi, je pense que je l'ai vu dans un cours de philo au cégep pour la première fois, mais je ne suis pas certain. Juste de le réécouter, là, il est vraiment cru. Là. Il ne se gêne pas. Là. Je reviens à ce mot-là, puis je ne veux pas l'employer dans un terme nécessairement péjoratif, mais c'est violent. Sa narration est hyper violente. Et ça rajoute de la beauté à cette poésie-là aussi, mais on peut encore une fois facilement comprendre pourquoi ça l'a autant foutu la marde. Là, mais tout le cinéma de Falardeau, pour moi, il est contenu dans ce court-métrage-là, que je trouve qu'il est un de ses plus beaux travails. C'est qu'il a tout le temps voulu qu'on se réapproprie notre histoire. Fait que là, il se dit, OK, je vais aller filmer des gens qui sont en train de faire une cérémonie qu'eux trouvent noble, belle et traditionnelle et conservatrice. Et sa narration vient toute subvertir les images pour reprendre contrôle par-dessus et de façon extrêmement crue. Tu sais, quand il dit je les ai vus à Bangkok fourrer des garçons puis des filles pour une poignée de change. Tu sais, puis pendant que du monde sont filmés en train de danser, tu sais, qui sont associés directement à cette ligne-là, d'une certaine façon. Et évidemment, beaucoup d'énumérations à travers tout ça. Il adore les énumérations puis les répétitions. Son texte est magnifique. Ah ouais, le texte est écœurant. Puis j'en profite pour dire aussi que tout ce que Falardeau a fait est disponible sur YouTube. Bon, la qualité n'est pas toujours là. Il y a d'autres plateformes, la BANQ, moi j'en ai écouté là. Le Steak, je l'ai écouté sur l'ONF. Bref, des fois, vous pouvez l'avoir dans une meilleure qualité, mais ça reste qu'à ce moment-là, à cette époque-là, surtout avant de faire ces fictions, là, c'était pas vraiment le budget n'était pas tellement là. Fait que le travail de restauration de l'œuvre n'est pas toujours parfait, mais ça reste que c'est accessible gratuitement. Puis c'est ça qu'il voulait. Il voulait que ces films, ces œuvres soient disponibles et accessibles à tous. Tu sais. Ben, même Le temps des bouffons, ça a été le meilleur exemple de ça, parce que je pense qu'au début, justement, il y a eu de la difficulté à ce qu'il soit distribué. Tu sais. Fait qu'il y a eu un marché noir qui est parti de ça, de VHS copié en VHS copié, de gens qui se passaient ça. Puis lui, il voulait que le plus de gens possible le voient. Fait qu'il lui aussi faisait des copies, il encourageait à faire des copies le plus possible. Fait que oui, tout est sur YouTube aujourd'hui, ou trouvable en meilleure qualité. L'ONF. Falardeau Poulain aussi, disponible dans la bibliothèque.
Checkez ça. Et on va poursuivre, on va rentrer dans son plus gros personnage, un personnage mythique du cinéma québécois, Elvis Gratton, évidemment. Pour la petite histoire, il a commencé à filmer ça sous forme de court-métrage entre 81 et 85 avec Julien Poulain dans le rôle de titre. Puis il a mis ça ensemble pour faire un long-métrage. Fait que là, je sais pas si... nous, on connaît Elvis Gratton 1, le King des Kings, dure 1h30 avec tous les classiques des 5 qu'on va nommer. Mais à la base, c'était 3 cours. Fait que je sais pas s'il y a eu une ressortie au cinéma pour... je sais pas comment ça a fonctionné à l'époque. Ce que j'avais lu, c'est qu'il avait commencé par le premier, puis après ça, ils ont fait une demande pour un long-métrage. Puis ils se sont fait refuser en disant « Faites plus de courts-métrages pour ramasser de l'expérience ». Puis lui, s'est dit, parfait, on va faire 3 courts-métrages, mais qui vont être une suite narrative ensemble pour être capable d'être reliés ensemble dans un long-métrage. Fait que ça se peut qu'il y ait des différences entre les deux. J'ai pas été écouter les courts-métrages séparés, mais c'était ça. Non, mais non plus. Mais c'est ça. Puis même qu'il y a des interstitres, les vacances d'Elvis Gratton après une demi-heure, parce que tu rentres dans le deuxième court-métrage. Mais écoute, par où commencer avec ça? Écoute, c'est un de ses plus gros pieds de nez aux fédéralistes, à mille affaires. Là. Le personnage d'Elvis Gratton, qui est un monstre. Ils sont plus connus de loin, là, encore plus que PFK Kid. Je pense que tout le monde connaît Elvis Gratton. Là, je peux te dire. Exact. Puis bien des gens aiment Elvis Gratton. On va dire le premier surtout, mais tu parles du premier, puis les gens ont aimé ce film-là, ont été... Même les suites, même si la critique a été plus dure avec eux, il y a beaucoup de gens qui sont allés les voir au cinéma. Oui, exact. Et les gens ont adopté ce personnage-là, même s'il est misogyne, il est raciste, il n'a pas de bon sens, il se contredit dans tout ce qu'il dit aussi, parce qu'évidemment, c'est une comédie, fait qu'il y a un gros côté burlesque dans ses films, où que là, c'est zéro politique, c'est juste lui qui se bat avec sa souffleuse ou des affaires de même. Et moi j'aime l'humour burlesque, j'aime l'humour physique, j'aime les Chaplin, les Keaton et tout. J'aime ça aussi, mais c'est sûr que quand on va parler du 2 et le 3, j'ai l'impression qu'il a usé un peu le principe. Là, je veux pas l'attaquer, mais à un moment donné, ça s'étire pas mal, mais c'est encore très drôle dans le premier. Ben, c'est extrêmement différent. Il y a une grosse cassure, pour vrai, entre le 1 et le 2, puis on pourra en reparler un peu après. Là, mais le premier, je pense que c'est son film qui est le moins dans le verbe, justement, moins de parler. On voit vraiment juste les situations se passer. Elvis Gratton parle plus par ses gestes que par ce qu'il exprime en tant que tel. Puis c'est ça, c'est cette société-là qui est fascinée par l'American Dream. Puis quand Falardeau disait au lieu de faire un drame encore sur ce qui me fait chier, me le transformer en comédie, puis j'espère que le plus de monde vont aller le voir puis ça va rejoindre le plus de monde possible. Puis ça a été le cas. Ouais. Ça a fonctionné tellement que Céline Dion avait dit que c'était son film préféré. T'imagines-tu? Céline Dion, à côté de René Angélil, il y a le tape de ça qui existe qui dit c'est mon film québécois préféré. Ça me dit quelque chose, mais elle n'a pas dit ça à l'époque c'est sorti, genre par après parce qu'elle était jeune. Elle a dit ça quoi, genre une dizaine d'années plus tard? Je sais pas, bonne question. J'avais l'impression que c'était après être allé au cinéma le voir parce qu'elle était jeune aussi quand je ne sais pas, elle est née en quelle année? Céline, elle doit avoir 50 ans. Fait que, elle est sûrement née fin 60, début 70. Fait que, avec 15-16 ans, pendant que c'est sorti, elle serait jeune un peu, là, bien qu'elle avait déjà commencé, on s'entend. Bonne question. Mais elle est à côté de René, puis tu vois, René, il dit rien, mais elle est comme, je peux pas croire qu'il y a du monde de même qui existe. Ça me fait rire, j'adore Elvis Gratton. Puis, tu sais, en sachant ce que Elvis Gratton, surtout, est devenu par après, c'est tellement drôle que Céline Dion, l'icône de la décence, tu sais, genre qui a en admiration Elvis Gratton, qui va devenir hyper scatologique. Est-ce qu'elle l'a pris juste au premier degré ou elle aime vraiment tout ce que ça signifie? C'est ça la question. Parce qu'il y en a qui ont pris ce film-là au premier degré, de toute évidence. Là. Mais je pense qu'il y a des scènes qui sont au premier degré aussi, qui voulaient faire rire pour vrai, qui disaient « J'aime ça voir que je fais rire des enfants. » Enfin, c'est celle qui rejoint le plus de monde, comme j'ai dit tantôt. Mais évidemment, écoute, plus ça va aller, plus le message est là. Tu sais, dans tout ça, c'est l'icône qui ridiculise le plus le pro-canadianisme. Ben oui, définitivement. Exemple, cette scène-là. Augusto Ricochet. Augusto Ricochet, il est à Santa Banana dans un resort. Puis là, tu vois le dictateur à la télé du pays. Puis là, lui, il fait l'affaire. Lui, il se tient debout. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il dit, tu sais. Le personnage du dictateur. Puis lui, il est bien d'accord avec lui juste parce que le monde doit marcher droit, tu sais. Toutes des scènes un peu à la Mr. Bean, tu sais, là-dedans. Même,
J'avais lu qu'il avait beaucoup cité Chaplin puis Tati, s'en inspirait beaucoup pour son humour comme physique à travers tout ça. Puis je le trouve vraiment différent de ses autres films. Le premier, Elvis Gratton, notamment, tu sais, ça s'ouvre dans l'épicerie. Tu sais, c'est peut-être son plan le plus métaphorique de tout son cinéma. Tu sais, puis plus tard qu'on le revoit, tout le monde a des masques d'Elvis à travers tout ça. Tu sais, puis il apparaît pourtant pas, là, Elvis Gratton, mais c'est un plan sur lequel tu t'interroges comparé à beaucoup de plans de Falardeau, que tout est donné cuit dans le bec d'une certaine façon. Là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ouais. Puis vraiment abandonner ça plus par la suite pour se dire je vais pas y aller dans la métaphore, je vais pas y aller. Par la suite, c'est vraiment concentré sur des faits le plus possible, même des reconstitutions historiques par après. Mais bon, avant d'aller là-dedans, moi, il y a plein de répliques cultes d'Elvis Gratton. Là, va te faire couper les cheveux le pouilleux ou hey Linda, c'est Shirley. Ah ouais, pasta dentale. Pasta dentale. Linda, c'est de la pâte à dents. Ah non, puis la scène ça, c'est une des meilleures scènes. Celle qui est le plus restée, mais dans l'avion, il essaie d'exprimer. Ouais. Ça, c'est parfait. Il l'a refait dans tous les films. Il y a quasiment une petite scène qui essaie de justifier, mais c'est ça qu'il voulait faire déjà. C'est ça qu'il faisait avec Pea Soup aussi, là, d'exprimer la difficulté qu'on a avec notre identité, tu sais. Ah ouais, puis s'il y a quelqu'un qui met bien en scène le brouillage de cette identité-là, c'est lui, là, tu sais. Tout à fait. Puis on peut passer au deuxième, Miracle à Memphis, qui a été fait en 99. Donc, on parlait qu'il y a une distance entre le premier et les deux autres. Il y a une distance dans le temps aussi. Il était à un autre moment dans sa carrière. Il a fait des films entre ça, qu'on va y revenir, des films plus dramatiques, sérieux. Et là, il revient avec ce personnage-là. Moi, j'ai vraiment souvenir que c'est sorti. Je pense que je l'ai vu au cinéma. Puis évidemment, je comprenais pas tout. Étant jeune, j'avais comme 11 ans. Mais là, il va vraiment... Il va vraiment critiquer le végétariat. Il va tirer partout. Il sera plus subtil. Pas qu'il l'était tant que ça, mais il va vraiment... l'histoire va raconter qu'un millionnaire américain va faire de Elvis une vedette internationale de la chanson, mais il va avoir aussi des produits dérivés, il va lancer un livre, il va être reconnu partout et il se moque de tout le monde, du showbiz en général. Là. Alors que le troisième, c'est peut-être plus les médias, mais là, dans le 2, on pourrait dire le showbiz. Mais là, je trouve qu'il y a un grand changement de ton par rapport à deux affaires. Je veux pas nécessairement chier dessus, puisque entre autres le 3, c'est ça. Parce que, tu sais, bon, la critique a été tellement rough avec lui, mais des fois, c'était de bonne guerre parce que lui-même... il est rough avec les autres. La première affaire, c'est que ça a des allures de règlement de compte. Il nomme beaucoup de personnes dans son film. Il adresse des critiques directes, justement, à beaucoup de politiciens. Il parle de Chrétien, Charest, Richler, Clinton, Le Pen, Desmarais, Radio-Canada. Ça arrive l'expression qui est là. Et aussi changement de ton avec l'arrivée du personnage de Méo. Qui était là. Il était nommé, je pense, mais je sais pas s'il apparaissait. On le voyait dans la scène de la crèche. OK. Puis mais Méo qui arrive, qui prend une place incroyable, puis qui marmonne du début à la fin, puis qui est vraiment un archétype de... C'est sidekick, là. C'est ça, mais il prend tellement de place à un moment donné que... En tout cas, moi, c'est le personnage qui me fait un peu décrocher par rapport à ça. Puis après ça, Gratton devient, lui, une parodie de lui-même, alors qu'il était déjà dans le premier. Il était déjà une parodie, puis là, il devient une parodie de la parodie. Vraiment. Fait qu'il t'arrive à un stade où ça devient tellement gros. Sauf que, tu sais, il y a des critiques qui ont dit c'est le pire film de l'année, tout pays confondu, puis ça l'avait bien gros blessé. Ouais. Il disait moi, ça, c'est le pire film ever. Tu sais, ça dans lequel je mets mes tripes, puis je me pète un trip avec mon ami, puis ça, c'est le pire. Puis je suis pas prêt à dire ça, puisqu'il y a des belles choses là-dedans aussi qui sont là, mais le fait qu'il soit beaucoup plus. Tu sais, pas le choix de le dire, là, c'est bien plus dans le caca, dans le vomi, tu sais, à partir de ce moment-là, puis. Des fois, c'est pas tout qui est drôle, mais c'est correct. Des fois, tu peux en manquer. Ouais, c'est ça. Dans l'humour, quand il est dans l'humour, vraiment, les scènes très burlesques ou humoristiques, c'est ça. Il est très premier degré avec caca, pipi, poil, sexualité, beaucoup. Ouais. Moi, j'aime l'idée du film plus que le film. Ça vaut pour le troisième aussi. Exact. Surtout le troisième, en fait. C'est que l'idée que je m'en
calice, je vais juste vous offrir. Vous aimez ça, la marde qui joue à la TV, la marde américaine, mais on va faire notre propre marde. Il avait déjà dit ça, j'ai pas la citation exacte, là, mais tant qu'à écouter de la marde des autres, je pense que c'était par rapport à Star Academy qui avait dit ça. Là. Puis, il avait été invité à Star Academy, puis il était allé aussi au tout premier, je pense, Star Academy. Non, peut-être pas le tout premier, mais en tout cas, le premier. Ouais. Ah ouais, j'ai pas souvenir de ça. Wow, j'aimerais ça trouver ça. Ouais, mais il est dans un documentaire sur lui. Ah, cool. Mais c'est ça, c'est que j'aime l'idée, avec le troisième, on peut le mettre à l'écran d'homme, mais c'est le troisième où il va se terminer de façon très fécale. Il va diriger les médias, dans le fond, il va parler de la convergence des médias, il va critiquer Desmarais, puis tous ces pélados et tout, en étant propriétaire de tous les médias, puis en mettant de la marde carrément à télé. Même que le début du film, il y a une compagnie qui s'appelle Télé Égout, donc qui pompe de la marde dans les égouts. Et qui le diffuse 24 heures sur 24 à télé, fait que les gens écoutent littéralement de la marde. Le premier plan de ce film-là, c'est les égouts, c'est de la marde. Puis à la fin, on peut bien le spoiler, pas bien grave. C'est rendu un plein de marde qui, littéralement, son corps est rendu brun au complet et il est tellement plein de marde qu'il explose de marde. Moi, je pense que c'est le premier film que j'étais allé voir au cinéma de lui. Puis tu sais, à cet âge-là, j'étais un ado environ, je devais avoir 15-16 ans. Le monde quittait la salle, puis nous, on comprenait pas vraiment tant que ça, tu sais, justement. Mais en le réécoutant, je l'ai plus aimé que le deuxième. Il y a bien des bouts qui m'ont fait rire. On en parlait tantôt, mais là, on dirait qu'il se prend encore moins au sérieux. Bon, les journalistes en clown, puis tout. Les journalistes en chien. En chien aussi, mais aussi la fameuse scène qu'on parlait tantôt où est-ce qu'il y a les 10 tabarnaks de suite qui sont dits par Julien Poulain. Pendant que Falardeau est déguisé en Wim Wenders à côté pour moquer en plus le cinéma d'auteur qui est là. Puis, qui est rendu un mime, là. Tabarnak! Ben, c'est une performance. Parce que Julien Poulain, il est vraiment bon. C'est un excellent acteur. Il l'a prouvé à maintes reprises dans des films dramatiques, mais même dans des films comiques. Autant que le personnage est grossier et gros, il est tout le temps bon. Il est vraiment... ça a aidé la popularité de ça. Puis il le prouve même dans les pires scènes de la trilogie. Il est bon pareil. Ah non, tout à fait. C'est toute une performance d'acteur. Puis après... pas de doute qu'il s'est fait reconnaître, puis qu'il a rejoint, justement, la classe ouvrière encore plus. Là, en se promenant dans les rues, le monde se reconnaissait là-dedans, soit pour en rire ou il aimait certaines parties du personnage. Chapeau. Oui, je me rappelle quand moi j'étais allé aux expos quand le troisième est sorti, ou dans le deuxième, bref, c'était à la fin des expos, on avait des billets gratuits, les chiens, ça avait donné ça. On était allé voir les expos, puis Julien Poulain était là, puis sur les écrans, ça disait, tu sais, les caméramans l'ont spoté, là, puis Elvis Gratton, puis là, il y avait un spot sur lui, il s'était levé, mais il était pas bien Elvis, là, il était juste venu voir la game, puis il y avait genre 7000 personnes dans le stade. Non, mais il était content, tu sais, il saluait, tu sais. Puis moi, j'étais kid, puis j'étais comme, ah, c'est le gars d'Elvis. Mais tu sais, j'étais jeune, puis je le connaissais, tu sais. Oui, je comprends. Mais tu sais, juste revenir au troisième, tu sais, Falardeau qui parle beaucoup, là, ça le fait chier, le langage en pied de poule, ça l'a tout le temps fait chier, Radio-Canada, du monde qui emploie des mots compliqués pour essayer de terroriser des affaires. Puis même Wim Wenders, tu sais, il a beaucoup aussi critiqué le cinéma d'auteur. Je suis tombé sur un article, là, pour vrai... Qui écorchait plus ce que moi puis toi on aime. C'est parce que c'est facile de rire des autres, mais là, quand il faut être capable de rire de nous-mêmes aussi, puis que, mettons, il disait quand Ran de Kurosawa est sorti, puis que toutes les critiques disaient c'est du génie et tout, puis d'une certaine façon, il impliait, tu sais, qu'il sous-entendait que c'était autant de la merde que Rambo, mais c'était de la merde pour l'élite. Avec un bel emballage. Avec un bel emballage, puis qu'on boudait Rambo, mais nous, on allait voir Ran, puis même si on n'avait pas vu Ran, on disait à quel point c'était incroyable, Ran, puis là, si t'allais voir Ran, t'avais pas le choix de sortir de là, c'est exceptionnel, genre. Puis c'est ça qui est moqué aussi quand il est Wim Wenders, puis qu'il dit, on va faire des scènes où est-ce qu'il se passe le sel puis le poivre pendant... Ah, c'est bon, ça! Tout le monde braille, puis les placements de produits, tout est étiqueté avec la feuille d'érable, puis c'est juste une scène de passe-moi le poivre puis le beurre. Ouais. Fait que c'était un cinéaste de trip, tu sais, qui se disait ça le faisait chier autant ça que l'autre bord. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Le troisième est meilleur que le 2. Parce que tu peux pas aller plus loin que ça. Il est allé au plus. Tu sais, il n'aurait pas pu avoir un quatrième. Là. Il est sûr qu'il y en aurait trouvé une façon. Tu sais, à la fin, ça se finit par la renaissance là, de Gratton. En fait, non, t'as raison. Ouais, je sais. Il aurait continué. Ah, c'est clair. OK, on va rentrer dans sa phase un peu plus sérieuse, du moins avec le party.
en 90. Donc, on revient un peu dans le temps. On était dans les années 2000 avec les derniers Elvis. On recule un peu. Le Party qui a prouvé, en tout cas, moi, de mon point de vue à moi, qui était vraiment capable de bien réaliser. Parce que oui, c'est un artiste exceptionnel. J'adore le Party. Mais tu sais, les Elvis Gratton, c'était beaucoup une scène, tu sais, une caméra fixe avec des personnages qui se promènent dans le cadre. Tu sais. Là, avec le Party, c'était pas la plus grande des mises en scène, mais c'est un film qui se passe en une journée, une soirée quasiment. Et il y a beaucoup ça, hein, un temps donné, fixé. Exact. Ça m'a toujours appelé aussi. J'ai tout le temps adoré ça, oui, mais... Le Party, justement, c'était parti de sa rencontre avec Francis Simard en prison. Ouais. Puis là, Francis Simard, il parlait du temps qui était justement de ce qui se passait en prison, puis et puis évidemment de son rôle qu'il a eu à jouer avec le FLQ, puis des sujets qui touchaient déjà, tu sais, Falardeau, puis à ce moment-là, ils sont devenus hyper amis, même Comment frères. il l'a rencontré? C'était, je m'en souviens pas, honnêtement, le départ, c'est un des deux qui a contacté l'autre. Je pense que c'est Francis Simard qui avait contacté pour lui dire quelque chose. Il était allé le visiter, puis après ça, il est venu le visiter jusqu'à sa sortie. OK. Mais le Party qui parle d'un party dans une prison, je pense que c'est une fois par année, ils ont le droit à ce cadeau-là, un show de variété, de striptease et de musique rock et de blagues grivoises. Donc, on voit le comité organisateur des prisonniers qui prépare le party. Ça va des éclairagistes à ceux qui sont derrière scène, à tous ceux qui animent le show. Tu as les gardiens de prison, dont Louis Saya qui est là. Ah ouais, t'as plein de prisonniers. Puis il n'y a pas de personnage principal. Il n'y a pas un personnage principal. C'est le Party. Oui, clairement. C'est le Party, mais c'est ça qui est le fun, c'est que t'en as plein que tu suis, tu revois et ça s'entrecoupe tellement bien. Ça passe super vite comme film et c'est un film qui est très humain. Évidemment, il y a une grande sensibilité Pierre Falardeau, puis dans ses films sérieux, il démontre encore plus qu'il se rattache à l'humain, peu importe la circonstance, parce que c'était pas un film sur la prison, c'est plus un film sur les prisonniers, puis c'était juste un prétexte pour parler de liberté, tu sais. Ces 3 films sérieux qu'on va parler avec Octobre et 15 février, ça aurait pu être une trilogie sur la liberté. Tu sais. Ah oui, puis c'est dans celui-là, je pense que il met tout le temps une citation pour commencer ces films. Je pense que c'est celle-là que c'était « La liberté n'est pas une marque de yogourt », qui est une de mes citations préférées à vie, qu'une compagnie s'approprie le mot liberté pour dire « c'est notre yogourt, liberté, achetez la liberté ». C'est fou, hein? Et puis c'est un petit pot en plastique. C'est ça ta liberté, mon chum? C'est terrible. Ah, c'est terrible, puis ça a failli être le titre du film. Ouais, ça a fait ça, ou Le cœur est un oiseau, une chanson de Richard Desjardins. Qui est écrite pour le film, en plus, je pense. Oui, possiblement. Et en fait, il a signé la musique. En général, il était superviseur ou peu importe, là, parce qu'il y a beaucoup de musique là-dedans. Il y a sa fameuse chanson « Le Screw », qui fait une performance, en fait. Puis même, Richard Desjardins a commencé sa carrière sur le tard. Là. Il venait de sortir « Tu m'aimes-tu », je pense, à ce moment-là, où c'était dans les mêmes années. Il était hot, tu sais. Puis là, il y a une scène où il joue un prisonnier, il se fait amener sur le stage, puis il chante « Le Screw ». C'est tellement... Avec plein de tatous partout, Richard Desjardins qui arrive là. Qui envoie chier. Les screws sont les gardiens de prison, puis t'as le balcon, t'as les prisonniers en bas, puis t'as le balcon, fait que c'est tout des... justement, le directeur de la prison ou des hommes d'affaires. Puis il est rough, cette tune-là aussi, là, tu sais, elle continue les paroles, tu sais, il dit « m'a venir violer ta femme, m'a venir... il parle au screw. Ouais, évidemment. Tu sais, screw you, le screw. Mais c'est ça. Ça, c'est une bonne image aussi parce que Falardeau, dans son cinéma, il a toujours été du bord des opprimés. Tu sais, tu le sens, c'est un gars, il est du bord du gars de la rue, il est du bord du bûcheron, il est du bord ici justement des prisonniers, il est du bord des travailleuses du sexe, de ce bord-là. Il va regarder leur point de vue. Souvent, il va justifier leur action en se disant voici pourquoi ils en sont rendus là. Et il va dépeindre même justement les gardiens de prison comme étant plus inhumains que les prisonniers eux-mêmes, d'une certaine façon. Là. Donc, c'est pour ça que je comprends encore une fois que dès le début, il y a eu de la controverse qui a entouré tout ça. Mais c'est magnifique à regarder, là, honnêtement. Julien Poulin, là-dedans, qui a un tout petit rôle. Il est tellement là dans les Elvis qu'il n'a pas donné des grands rôles, des gros rôles importants dans ses films dramatiques, mais qui est quand même très touchant parce que lui, il est dans le trou. Pendant le party, le trou étant, il est fermé, il reste dans sa prison, même que c'est dans une cellule spéciale là, où c'est le noir total. Et tu comprends que sa femme est venue chanter et que tu le vois en parallèle de temps en temps où il veut s'enlever la vie, c'est déchirant.
qui est jouée par Lou Babin, aussi, qui était une chanteuse de l'époque. Mais le rôle avait été écrit pour Marjo. Et puis, apparemment que Marjo a refusé avec beaucoup d'insultes, en étant très insultée de se faire offrir ça par Falardeau. Puis par la suite, ils ont trouvé Babin, puis ça a été un coup de foudre pour eux. Puis Falardeau a dit une chance que Marjo a refusé, tellement il était content de la performance de Babin là-dedans. Quand elle chante, puis elle se fait tenir par Gilda Roy, puis l'autre prisonnier, là, c'est vraiment touchant. Il a dit tout le crew braillait autour, maquilleuse, coiffeuse, autour de ça. Les figurants qui avaient des frissons. Mais tu vois, même les figurants, il disait qu'il y en avait qui avaient déjà fait de la prison. Puis mettons que Alexis Martin, il venait le voir, puis il disait comment je jouerais telle scène ou quoi que ce soit. Puis là, il disait il y a un figurant qui a fait de la prison. Va lui demander à lui, il vient pas me le demander à moi, c'est lui qui le sait. Là, Francis Simard aussi était sur le set. Fait que. Falardeau, je pense, de ce que j'ai compris, il a toujours laissé les acteurs avoir beaucoup de liberté. Puis il disait c'est ta job d'être acteur. Moi, je me recule de tout ça. Va parler au monde que j'ai engagé autour de moi qui savent c'est quoi la situation qu'ils ont vécue. C'est très cool. Hein? Non, il y a tellement des belles scènes touchantes. On passe par plein d'émotions là-dedans, mais tu as des confidences en backstage là, avec les artistes. Parce que tu as des artistes stripteaseuses et magiciennes, whatever, là, qui viennent, puis ils se confient, puis ils expliquent pourquoi ils en sont rendus là, puis ils n'ont jamais connu ça, la liberté. Ils sont sortis pendant 6 mois, ils sont revenus en dedans, puis... Mais on dirait que de la façon dont on en parle, c'est drame, mais ça passe tellement vite. Puis il y a une trame narrative, il y a une tentative d'évasion à travers tout ça. Il se passe de quoi, là? Qui se passe, plus l'histoire de Julien Poulin sur le côté. Le show est hyper divertissement. C'est un de ces films qui est le plus divertissant aussi, je trouve. Ça passe très vite. Puis même s'il y a une glorification, on veut pas des prisonniers à travers tout ça, puis de leur réalité, il y a quand même, c'est pas tant que ça un spoiler, là, mais ça se passe à la fin, il y a un retour de la réalité cruelle à la fin avec des prisonniers qui font un viol d'une des personnes qui est là dans les toilettes. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que, tu sais, pour dire, non, finalement, c'est pas des saints non plus, là, ces gars-là, tu sais. Mais par contre, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la justice entre prisonniers, d'autres prisonniers qui s'en mêlent en disant « Hey, ça n'a pas d'allure, ce qui vient d'arriver », puis qui s'en mêlent à travers tout ça. Mais c'est complexe, les rapports de pouvoir dans ce film-là, puis c'est hyper intéressant. Vraiment intéressant. Il a écrit ce film-là parce qu'il n'arrivait pas à avoir le financement pour Octobre, qui est son film d'après, mais qu'il avait écrit avant, vous comprendrez. Et il était dans une dépression, il a écrit Le Party, mais il a finalement pu faire son film 4 ans après, en 94, Octobre. Moi, je pense que c'est le premier que on enlève l'Elvis, là, mais c'est l'autre que j'ai vu en premier. Et j'adore ce film-là. J'ai eu un grand plaisir à le revoir, évidemment. Ça me fascine, là, la crise d'Octobre. Je pense que toi aussi, on ne l'a pas vécu. Puis c'est tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend là-dessus, ça nous dépasse. Moi, je te dirais, juste avant que tu continues, excuse-moi de t'interrompre, mais par rapport à la crise d'Octobre, ce que je trouve complètement fou, moi, ça m'a pris du temps avant de connaître la crise d'Octobre. Et j'étais comme, c'est quoi cette histoire-là? C'est abracadabra, ça n'a pas de sens. Quand j'ai découvert ça, je me souviens plus j'avais quel âge, mais je shakeais quasiment en me disant, comment ça qu'on sait pas ça? Ça fait pas longtemps, là, puis c'est pas anodin, là, tu sais, c'est tous les droits suspendus, tu sais, avec cette histoire-là, cette faction qu'on a nommée terroriste ici au Québec, donc une organisation terroriste québécoise, avec toute l'armée dans les rues qui arrête n'importe qui. Qu'est-ce que c'est ça? Puis on n'en parle pas, puis on apprend plein d'autres affaires que j'ai trouvées hyper anodines au secondaire, au lieu d'aborder au minimum ça, là, tu sais, c'est absolument fou. Sûrement qu'ils nous en ont parlé au secondaire un peu, mais je pense que c'est rendu quasiment à l'université cégep que j'ai été vraiment confronté, et c'est à travers l'art, d'abord avec les ordres de Michel Brault. Je pense que c'est là que j'ai vu ça, mais le film de Falardeau, Octobre, ne parle pas du même point de vue, évidemment. Là, on n'est pas du côté des victimes, on est du côté des ravisseurs qui ne sont pas nommés. Bien qu'on sait c'est qui, là, quand on connaît l'histoire. Là. Francis Simard est là-dedans, évidemment, les frères Rose. Mais, donc, ils ne sont pas nommés et il veut expliquer un peu l'évolution psychologique, qu'est-ce qui les a poussés à faire ça. Il veut pas les condamner, il veut pas les glorifier, il veut pas les excuser. Il veut juste expliquer le point de vue de l'intérieur, à travers quoi ils sont passés, comment ils se sont pris, pourquoi ils ont fait ça, c'est quoi qu'ils revendiquent. C'est surtout ça. Là. Par rapport à l'histoire, s'il y en a qui ne savent pas, quand ils ont kidnappé le ministre Pierre Laporte puis qu'ils ont fini par l'assassiner à la fin, de voir justement qu'est-ce qui a mené à ça.
de les humaniser aussi, d'une certaine façon. Oui. Mais, tu sais, l'histoire, là, c'est vu comme le monde, cette phrase-là, mais l'histoire, c'est écrit par les gagnants. Puis dans le cas du Québec, on a souvent été les perdants. Et Falardeau, c'est un des principaux qui veut reprendre le contrôle sur notre histoire puis qui dit, justement, regardez l'autre côté de la médaille du FLQ. Puis ce film-là a tellement changé aussi de perception, j'ai l'impression, par rapport au fait de se dire... Ah, c'est juste des terroristes, puis il faut les condamner. Mais il y avait un immense soutien, là, le FLQ. Je me souviens, c'était plus de la moitié de la population qui soutenait, je pense. Là, je parle un peu à travers mon chapeau en ce moment. Mais dans le film aussi, il en parle. Il y avait un rassemblement au centre Paul Sauvé. Des milliers de personnes. Il y avait le RIN qui était affilié avec le FLQ à ce moment-là. Puis évidemment, toute l'opinion populaire a changé à partir de l'assassinat. Parce que justement, on n'est pas habitué à des coups d'État révolutionnaires qui coûtent une vie. Puis ça a changé. Le FLQ, après ça, est devenu maudit, banni de l'histoire. Même que, tu sais, Falardeau, il disait... Son scénario, tu sais, il portait le nom d'Octobre, puis juste à lire le titre, il dit le monde shakeait, là, tu sais, là, ceux qui donnaient les bourses ou les politiciens shakeaient. Oui, ça devait. Puis, tu sais, il y a eu un sénateur qui a eu accès, il a reçu apparemment une enveloppe anonyme avec le scénario dedans, que quelqu'un serait venu y porter. Il l'a photocopié, il l'a donné à d'autres sénateurs. Eux sont sortis des médias avant tout le monde en disant c'est indécent, ça salit le nom de Pierre Laporte, ce film-là doit jamais voir le jour. Falardeau, c'est un dangereux, ça doit pas se passer. Puis encore une fois, ça a été une bataille de plusieurs années avant que ce film-là. Oui, j'en doute pas. Des fois, tu te dis comment ça a pu voir le jour. Tu sais, c'est fou, là. Ouais. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce film-là, c'est que c'est la première fois que les francophones, les Québécois, sont dans le rôle d'oppresseurs plutôt que d'opprimés. C'est vrai. Parce qu'ils ont été opprimés, ils deviennent oppresseurs, puis ils en parlent un peu dans les dialogues de ce film-là, de se dire « Hey, je suis pas bien. Pour une fois, c'est moi là, qui est le méchant de l'histoire, qui est pas correct. Puis c'est moi qui ai le pouvoir sur une vie humaine. » Et ce que Falardeau, j'ai l'impression qu'il essaie de dire, c'est une des premières fois qu'on reprend le contrôle, mais à quel prix? À un prix qui va coûter pas nécessairement la dignité, mais qui va coûter l'opinion publique, qui va coûter les dilemmes éthiques à travers tout ça de... Qu'est-ce que ça va prendre pour que j'ose prendre une vie, là, tu sais? Ouais. C'est des gros dilemmes quand même intérieurs qui humanisent énormément les personnages. Puis, tu sais, Pierre Laporte là-dedans, il est pas dépeint, je trouve, là. Tu sais, je veux dire... Ouais, il est correct. Il est super correct, là. Il est pas une marde. Non. Tu sais, ouais, non, je pense qu'il a essayé de pas trop le caricaturer non plus. Mais moi, ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'on est dans l'attente avec eux. Là. Dès le départ, on est dans le char avec eux, la cam est là. C'est stressant, là. C'est un film qui parle beaucoup, mais pas plus que d'autres, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de silence à travers tout ça. Tu attends avec eux, tu stresses. T'écoutes la radio. L'incroyable scène où est-ce que la police arrive. Il y a l'impression que la police arrive chez eux. Le branle-bas de combat, là, c'est des scènes qui me donnent les plus de frissons dans Falardeau. Là, définitivement. Oh, ouais, ça, c'est super bon. On est tellement collés aux personnages. T'es tout le temps, ils sont tout le temps dans notre face. Tu vis le stress avec eux. T'es hyper proche d'eux autres. Puis je trouve que c'est un des films qui réussit le mieux à traduire justement les émotions. Tu t'attaches émotivement aux personnages. Puis par exemple, moi, ça a été moins le cas, mettons, dans son dernier film après ça, tu sais, que j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus distant, peut-être en raison des siècles qui nous séparent aussi, peut-être. Là, mais dans Octobre, j'avais l'impression d'être vraiment là. Puis j'ai l'impression que Falardeau, lui aussi, d'une certaine façon, aurait aimé être là. Tu sais, il a parlé souvent, il a dit « Je sais pas si j'aurais eu le courage de poser des bombes », mais tu le sens qu'il aurait voulu faire partie de la gang d'une certaine façon, puisqu'il croyait aux idéaux de ce groupuscule-là. Puis dans sa caméra, il y a ce désir-là de vouloir être là, puis cet amour-là. Tu sais, moi, je l'ai quasiment senti comme un... Je m'excuse de ne pas avoir été là avec vous autres. Tu sais, c'est ma façon de l'être. Là, tu sais. Ouais, c'est vrai, hein, ça traduit bien ça. T'as raison. Et on va passer à son dernier, 15 février. Ben, c'est pas son dernier film, là, il a fait Elvis 3, mais celui qui nous reste à parler, 15 février 1839, paru en 2001.
un autre film qui a pris du temps avant d'être financé, qui raconte les dernières 24 heures de 2 patriotes, principalement, bien qu'il y en a 5 qui sont pendus le 15 février 1839, mais principalement Delormier et Charles Hindelang, un Français qui sont dans la même portion de la prison, au pied du courant, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, avec Luc Picard qui revient. Plusieurs acteurs. On sent que même s'il n'a pas fait tant de films, il y a certains acteurs fétiches ou j'imagine c'est au-delà d'être des acteurs, c'est des humains à qui il y a une certaine affinité avec son propos. J'ai l'impression que tu joues dans un film de Falardeau. Faut que tu encaisses un peu aussi son propos. Ouais, que tu l'assumes. Devant la caméra, du moins. Là. Mais quand Luc Picard avait joué dans Octobre, Falardeau, il avait déjà dit « Tu vas être Delormier. C'est toi qui vas jouer Delormier dans mon prochain film. » Puis Picard avait dit « Ben oui, il avait un immense respect pour Falardeau. » Il a dit « Je savais juste pas que ça prendrait, je sais pas combien d'années il y a eu entre les deux. » entre les deux, De la façon dont eux autres parlaient, il était comme ça va être l'année prochaine ou dans 2 ans. Finalement, tu te dis, c'est mort. Il y a eu plein de temps là-dedans qui se sont dit, c'est fini, ça ne verra pas le jour. Puis Falardeau, lui, il écrivait à ceux qui le refusaient. Il se disait, je me sens dans un mauvais Kafka, mais il recevait des commentaires négatifs anonymisés. Puis il leur répondait à eux dans des lettres qui sont publiées dans un recueil comme La liberté n'est pas une marque de yogourt, justement. Et il va défaire leurs points un par un, mais à sa façon. Là, puis finalement, ça a réussi à voir le jour. Je l'avais pas vu, moi, avant hier. Ouais. J'ai bien aimé. On dirait que le film historique me repousse tout le temps un petit peu, mais étant donné que c'est notre histoire puis que j'en connais un peu, mais pas tant, j'étais quand même très intéressé à le voir, puis je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, mais j'ai apprécié, comme tu dis, je suis quand même d'accord qu'on se sent moins près des personnages, il y a une distance temporelle aussi, puis il est peut-être un peu moins à fleur de peau là, comme film, tu sais, mais encore une fois, c'est d'humaniser aussi les patriotes, les gens qui se sont battus pour la liberté et qui font face à la mort où ils vont pas tous être pendus, mais ils vivent ça. Puis il y a des scènes qui sont tellement touchantes, que ce soit Sylvie Drapeau, évidemment, qui est la femme de Delormier, puis qui ne veut pas quitter ses bras avant qu'il se fasse exécuter. C'est quand même prenant, juste les dernières phrases du film où tu as Luc Picard qui dit « Vive la liberté, vive l'indépendance » avec la voix qui casse. J'ai eu un frisson là, inévitable, là, je pense. Mais je pense que c'est un film nécessaire. En fait, c'est un film nécessaire, puis ça reste quand même un grand film, bien que, je sais pas... il a peut-être un peu moins marqué les autres. Je sais pas qu'est-ce qui expliquerait ça, là. Ben, tu sais, dès le départ, il y a peut-être le plan le plus travaillé de Falardeau avec son travelling, qui est là avec beaucoup de mise en scène. Il y a des maisons qui brûlent en arrière. Il y a beaucoup de scénettes qui sont travaillées en même temps, ce qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir non plus dans son cinéma. Justement, c'est pas la technique qui brille toujours. C'est une technique qui est hyper efficace. Mais après, je trouve que c'est son film avec le plus de dialogue, il y a beaucoup d'explications pour essayer de nous faire comprendre ce que les gars vivaient dans le temps. Et moi, le feeling que j'ai un peu de ce film-là, c'est autant qu'il est nécessaire, mais on dirait un film à montrer à l'école. Puis justement, je pense que je l'avais vu justement au secondaire, puis que ça m'avait pas marqué. J'étais pas un fan non plus de films historiques, je le suis pas toujours, malheureusement. Je me l'explique mal parfois parce que j'adore l'histoire, mais des fois, de retourner dans des codes qui sont hyper loin de nous, ça fait en sorte que je me sens loin des personnages là-dedans. J'ai l'impression qu'ils surjouent d'une certaine façon certains acteurs, des fois. Mais sinon, tu sais, c'est encore une fois un film d'attente. Pire que l'autre, on attend la mort avec eux autres. Je me sens moins proche d'eux, mais... incroyablement nécessaire aussi jusqu'à cette finale-là. Luc Picard magistral à la fin, dans tout ça. Le plan des pattes qui se pissent dessus puis qui gigotent. Le gars qui refuse il tient sa corde. Tabarouette. Ah non, c'est parfaitement imagé. Là. Je veux dire, c'est dans ta face. Là. Il y a un Français, Charles Hindelang, qui est joué par un acteur français. Mais tu sais, je pense que c'est dit dans le film, puis je l'ai entendu Falardeau le dire aussi. Ouais. C'est comme... tu viens d'ailleurs, mais tu vas dans la même direction que moi. Exact. Je veux pas savoir d'où tu viens, je veux savoir d'où tu vas. Donc, si tu vas à la même place que moi, t'es mon frère. T'sais. Exact. Comme beaucoup de souverainistes, Falardeau s'est fait accuser de racisme, de xénophobie. Justement,
vu que bon, il voulait que son peuple accepte à l'indépendance. Donc, mais puis là-dedans, lui, c'était sa façon de dire, je m'en calisse d'où qu'il est né. Moi, s'il a le même combat que moi, comme tu l'as dit, il est avec moi, mais ça implique quand même que les autres doivent embrasser son combat à ce moment-là. T'sais. Puis Indolang, c'était sa façon de dire, regardez, c'est ça ma pensée aussi, genre, tant que vous soyez avec moi, tu sais, puis même... je fais une mini parenthèse. Moi, j'ai même été lire la bande dessinée du film Le Jardinier des Molson. C'est le film qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu, un des nombreux. Mais lui, c'est celui qui a travaillé fort aussi. Puis dans Le Jardinier des Molson, qui a été illustré en bande dessinée, il se ramasse à la guerre, dans la Première Guerre mondiale, les Canadiens français, avec notamment des Sénégalais, etc. Puis il dit, t'es mon frère, on est à la guerre ensemble tant qu'on a la même cause. Puis c'est beaucoup intéressé justement à l'Algérie avec l'indépendance. Tous les peuples qui ont essayé de gagner leur indépendance, comme le Québec, mais c'est la même chose pour Indolang, c'est ça qu'il représente. Dans Continuons le combat, ça commence sur des images de la Jamaïque, d'une tribu. Il fait des parallèles. Je pense qu'il se reconnaît dans les autres peuples opprimés, évidemment. Ah oui, tout à fait. Écoute, on a fait le tour de sa filmographie. Enfin, on n'a pas parlé du Steak. Peut-être une petite mention. Le Steak, un film co-réalisé avec Manon Le Riche, qui est un documentaire sur un boxeur. On est toujours dans les mêmes thèmes, mais là... Il avait fait la lutte au début de sa carrière. Là, c'est la boxe. Je pense qu'il était un grand fan de boxe. Puis, tu suis un boxeur amateur qui vient d'une situation pauvre, puis que c'est son choix dans la vie, plutôt que de travailler sa construction, c'est de se battre, mais il se bat pour ses droits aussi. Puis, en parallèle, il essaie de joindre les bouts parce que sa seule façon de vivre, c'est de gagner de l'argent en se battant. Puis, il y a de quoi qui est vraiment touchant, qui est pas... Un grand film, mais qui est, le personnage principal est attachant, puis c'est le fun de l'entendre parler, puis t'entends toujours un peu Falardeau à l'arrière poser des questions, puis il y a de quoi que je voulais quand même souligner, que j'ai bien aimé. Je sais pas si tu as aimé ça. Oui, ben c'est dans continuité avec le fait que c'est un grand amoureux de boxe. Falardeau, il a souvent parlé de la boxe. Puis pour lui, la boxe, je pense que lui qui était habitué justement de parler avec des mots et des images, il admirait les gars qui étaient capables de parler avec leurs poings, de monter sur le stage puis de dire « m'a sacrifié mon corps pour essayer de remporter la victoire ». Puis il voyait une grande poésie aussi là-dedans, dans ces corps-là qui s'entrechoquaient. Tu sais, un peu, Falardeau, c'est un peu genre notre Hemingway, tu sais, il y a un peu conservateur sur des affaires de même, là, tu sais, avec ses clubs partout à admirer la boxe, comme Hemingway aimait les toréadors, tu sais, des vieilles valeurs du passé, parce que veut pas la boxe, même aujourd'hui, on le remet en question, tu sais, comme ça tue du sens, éthiquement, qu'on a regardé deux gars se donner des commotions cérébrales, puis ils peuvent perdre la vie. Comme c'est arrivé, en plus, il y a pas longtemps, avec une boxeuse, mais Falardeau, lui... pour lui, il voyait le boxeur comme un gladiateur. Puis je comprends aussi pourquoi. Là, hey, merci, Frank. Un plaisir. Oui, tout à fait. Je sais pas si tu avais autre chose à rajouter sur Pierre dans tes notes. Il y a quelque chose qu'on a passé trop vite ou qu'on n'a pas dit. Non, ça va. Ce que je veux retenir plus de Falardeau, ce qui est encore hyper d'actualité, même si on a l'impression que c'est terminé, c'est vraiment sa fierté d'être québécois d'abord et avant tout. Puis sa volonté de dire, moi, je veux qu'on puisse raconter notre propre histoire puis que ce soit pas d'autres mondes qui la racontent. T'sais. Très bien dit, Frank. Mon gars. Hey, écoute, allez lire son livre Montréal Insomniaque. Allez trouver ça un peu partout. Puis je vais m'arranger pour que tu reviennes de temps en temps. Tabarnak. Tabarnak de tabarnak. Merci, Frank. Ciao.